Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Et en ce moment se déroulent les 24 heures du Mans virtuel, mais on va pas parler des 24 heures du Mans virtuel. Je vous rappelle, on fera le débrief de cette course certainement mardi ou lundi soir, tout dépend si mon internet va vite. Et puis on va surtout parler là dans cette vidéo de Rally Raid. On va parler du Dakar, le Dakar 2021. On a eu la présentation, l'ébauche du parcours. Vous savez, cette fameuse... Alors normalement, ça arrive en avril, cette fameuse présentation presse du Dakar, donc qui nous donne un peu les grands angles au niveau du parcours, qui nous dit les pays qui vont être traversés par le Dakar, qui nous donne des informations au niveau du règlement, qui sont ensuite affinées lors d'une deuxième présentation qui a lieu plutôt à la rentrée, enfin en septembre-octobre, quand vous avez les pilotes qui ont un peu plus d'informations. Là, c'est vraiment pour la presse, pour donner vraiment des informations très larges, on va dire, pas des trucs très précis qui arriveront après au niveau du parcours. Dakar 2021, des nouveautés malgré le fait que les apparences font penser à une course comme l'année dernière. Première apparence, c'est qu'on dira que dans un seul pays on reste en Arabie Saoudite encore. Certains diront, David Cassera l'a très clairement indiqué, il devait aller dans 2-3 pays, c'était ce qui était prévu. Le souci, c'est qu'avec le Covid-19, ça a changé un petit peu les choses, et ils se sont dit on ne prend pas de risque s'il y a des quarantaines qui sont demandées à gauche et à droite de faire un parcours dévoilé en juin et qu'on soit obligé de transformer totalement en octobre, ce qui était arrivé une année, le Dakar entièrement au Pérou. Normalement, ça ne devait pas se dérouler à 100% au Pérou, mais il y avait eu des modifications à 2 semaines de faire la présentation du parcours, donc ça avait été un peu un enfer. Parcours modifié entre 85 et 90%. Il faut savoir que le parcours n'est pas encore totalement finalisé. Il va y avoir les reconnaissances qui vont avoir lieu et certaines idées ne pourront pas se faire au final lors des reconnaissances. Donc voilà, le parcours, vous savez très bien comment ça se passe au Dakar. Entre ce parcours-là et le parcours qui sera présenté en détail, il y aura quelques modifications. Bon, il ressemble, on peut dire, dans une grande partie au parcours de l'année dernière. Ça veut dire qu'on va longer la mer dans le tout début sur les 2-3 premières étapes. On va rejoindre la journée de repos à Aïl. Donc c'est une ville, je crois qu'on avait traversé, je crois me rappeler qu'on avait traversé l'année 2020, donc cette année. Et ensuite, c'est à partir du Aïl où ça va être un peu différent parce qu'on va passer beaucoup plus au large de Riyad que l'année dernière. Et puis, on va revenir au sud pour re-rentrer à Jeddah. Ça veut dire qu'on part de la même ville, mais on n'arrive pas dans la même ville parce qu'on était arrivé à Riyad. On va revenir en fait à Jeddah pour faire une boucle. C'est un Dakar qui va être en boucle, c'est-à-dire qu'on va revenir à la même ville de départ, un peu comme ce qu'on faisait en Amérique du Sud, où souvent on est parti de Buenos Aires pour revenir à Buenos Aires. 11 étapes, 2 en boucle, c'est-à-dire des étapes qui tournent autour de la même ville, ça vous m'avez compris. Une étape marathon dans chaque catégorie. Moi je trouve que c'est un parcours qui a l'air plutôt alléchant. La dernière partie de course sera totalement inédite. On va passer sous Riyad. Cette portion de la course, c'est des parcours qu'on n'a encore jamais empruntés lors du Dakar. Donc, certes, le début de parcours a l'air d'être très ressemblant, mais après, c'est très différent. Et à partir de la deuxième semaine de course, je pense, va être très intéressante. C'est des parcours qu'on ne connaîtra absolument pas, des terrains que les pilotes n'auront jamais empruntés. Donc, ça va faire des bonne surprise au niveau des pilotes. Donc c'est une bonne nouvelle. Après, petite déception de n'avoir qu'un seul pays, mais encore une fois, si c'était pour nous proposer un parcours qui allait dans 3 ou 4 pays et au final se retrouver à devoir effacer la moitié des étapes et avoir un Dakar qui se déroule sur 2 jours, là on a un parcours qui se déroule sur 11 étapes et c'est une très bonne chose. Et au niveau des participants, c'est également important parce que un Dakar qui va dans 2-3 pays, ça veut dire des coûts en termes de logistique très importants. Donc ça demande des budgets supplémentaires. Et donc pour les petits amateurs qui n'ont pas forcément énormément d'argent, c'est des fois à l'euro près, une participation au Dakar. Ce qu'il faut comprendre, c'est que vous avez 20-30 professionnels et que les 95% du plateau, ce sont des amateurs.
Donc c'est des mecs qui travaillent pendant toute l'année pour participer à cette compétition. Donc c'est sûr que si on avait eu des budgets qui avaient explosé avec les contraintes liées au coronavirus, ça aurait été compliqué pour les amateurs de participer et donc on aurait eu peu de participants au Dakar. Cette présentation presse, c'est pas simplement le parcours, c'est également une présentation du règlement. Le règlement qui est modifié du côté du Dakar sur beaucoup de points, et je trouve que ça va dans le bon sens. C'est une évolution encore qu'on avait entamée l'année dernière. David Casteral l'avait très clairement indiqué l'année dernière. On revient à l'essence même du rallye raid, c'est-à-dire de l'endurance, de la navigation et des terrains difficiles. Certes, mais pas un sprint. Le Dakar, ce n'est plus un sprint comme on a pu connaître en Amérique du Sud, où, grosso modo, c'était quasiment très proche du WRC. Là, on revient à quelque chose de beaucoup plus dur. On revient à ce qu'on avait en Afrique, beaucoup plus ressemblant, déjà au niveau du terrain, mais également au niveau du règlement. L'année prochaine, le roadbook, ça sera 10 minutes avant sur toutes les spéciales. Donc c'est-à-dire que là, il n'y aura pas de possibilité de faire autrement. Il sera distribué 10 minutes avant, en sachant qu'il sera électronique pour les autos. Donc ça veut dire qu'on ne pourra pas faire d'annotation également. Alors c'était très compliqué déjà l'année dernière de faire des annotations, parce qu'il faut savoir que les roadbooks étaient repris pour beaucoup de pilotes en fin de spécial, et qu'ils étaient contrôlés en fin de spécial pour voir si on n'avait pas mis des annotations, parce que c'était interdit d'avoir des annotations sur la nature du terrain par exemple, que pouvaient vous donner les cartographes. Donc voilà, il y avait des modifications assez importantes. Vous aviez le droit à quelques... Alors, il faut savoir que les motards avaient des codes couleurs qui étaient déjà indiqués sur les roadbooks. Donc il y avait beaucoup de choses qui étaient interdites déjà sur le roadbook. Ça continue, il sera électronique pour les autos. Ce qui permet également de bloquer un fichier. Donc ça veut dire qu'il ne sera pas du tout modifiable, ce fichier. Donc ça sera très dur pour les cartographes de rentrer des informations. Ça veut dire également qu'on renivelle les performances entre les amateurs avertis, par exemple Mathieu Serradori avec son énorme buggy SRT qui s'est imposé l'année dernière sur une spéciale, qui avait fait 6e ou 7e, et les top pilotes comme Nasser Latia qui sont soutenus par des gros teams, et éviter les différences de performance comme on a eu à l'époque de Peugeot, où il y avait une réelle différence entre Peugeot qui était soutenu par le constructeur officiellement et Toyota qui est soutenu par un importateur et qui est sous-traité chez Overdrive, l'équipe de Jean-Marc Fortin. Donc voilà, c'était assez compliqué d'avoir des performances assez égales. Donc là, tout le monde part, on va dire, avec un pied un peu plus d'égalité. C'est pas encore totalement ça, mais ça va dans le bon sens encore une fois. Du côté du règlement également, on a amélioré encore la sécurité. Les pilotes moto devront partir obligatoirement avec une veste airbag, comme ce qu'on a en MotoGP. Donc ça veut dire qu'en cas de chute, c'est des vestes qui sont vraiment quand même meilleures, malgré le fait qu'on ait tendance légèrement à rebondir sur les chutes à haute vitesse. On voit, c'est le cas pour certains pilotes Moto 2 et Moto 3, mais aujourd'hui, à part quelques pilotes MotoGP qui n'utilisent pas encore ces vestes airbag, quasiment tout le monde utilise les vestes airbag en course. Ça sera le cas également en rallye raid. Et puis des slow zones, c'est-à-dire des zones de ralentissement à 90 km/h, lorsqu'on considère qu'un cordon de dune est dangereux ou qu'une zone est dangereuse suite aux conditions météo, qu'il y a beaucoup de vent ou ce genre de choses, eh bien on pourra ralentir la vitesse dans certains passages. Alors vous aviez les passages en ville, on va dire, où il y avait des habitations, là c'était 50 km/h, ça sera une vitesse un peu plus élevée, mais il y aura des zones de ralentissement où on considère que dans ces zones-là, rouler au-delà de 90 km/h, c'est dangereux. Bon, ça c'est de la sécurité, c'est pour éviter d'avoir un mort, comme l'année dernière, enfin comme en 2020, avec le pilote portugais, j'ai oublié son nom, qui était chez Husqvarna, pas chez Husqvarna, c'était sponsorisé par Xerox. Paulo Gonçalves, voilà, qui est mort l'année dernière, enfin en 2020, et donc voilà, c'est pour éviter ce genre de problème. En moto, pas mal de changements au niveau du règlement. On va également mettre l'accent sur l'endurance, c'est-à-dire que le rallye raid,
c'est certes de la navigation, mais c'est aussi de l'endurance. Il faut savoir piloter à l'économie. Et bien, c'est ce qu'il va falloir faire. Ce n'est plus un sprint. Et là aussi, on va niveler les performances entre les top teams et les pilotes qui ont un peu moins de moyens. Peut-être les équipes comme Sherco ou des équipes ou des pilotes indépendants, ce qu'on pouvait avoir à l'époque avec Ole Valseter, par exemple, qui était un amateur, on va dire, averti, ou Zvitko, qui n'a pas forcément les mêmes moyens que l'équipe KTM officielle. Les changements de moteur seront pénalisés. Avant, vous aviez le droit à un changement de moteur. Désormais, dès le premier changement de moteur, il y aura des pénalités en temps. Alors, c'est un petit inconvénient pour moi, c'est qu'en termes de lisibilité pour le grand public, ça va être un peu plus difficile, mais je considère que depuis qu'on est allé en Amérique du Sud, le grand public ne suit plus vraiment le Dakar. C'est vraiment un public d'avertis qui suit le Dakar, de fans de sport mécanique, donc qui connaît ce genre de contraintes en termes de règlement. Donc, peut-être que ça va poser des problèmes pour le grand public, mais pour les avertis, on est habitué à ce genre de choses. Donc, changement de moteur, et même pas un changement de moteur complet. C'est-à-dire, on changerait le moteur, tu l'enlèves, tu le remplaces. C'est-à-dire, un remplacement de piston, par exemple, de certains éléments moteurs, ça va donner des pénalités. Donc voilà, c'est très clair. Désormais, on roule à l'endurance, à l'économie. On va mettre en avant l'endurance des machines. Pourquoi c'est intéressant de mettre en avant l'endurance des machines ? Le vainqueur de l'année prochaine pourra, si c'est KTM par exemple, ou Sherco, je ne sais pas quelle marque, dans les publicités, ensuite, pour dire qu'ils ont gagné le Dakar, il pourra mettre en avant cette endurance d'avoir fait 3000 km avec un seul moteur, dans des conditions extrêmement difficiles. Et ça va être intéressant en termes de marketing. Et il faut savoir que quand on fait de la course automobile, ce qu'on recherche avant tout quand on est constructeur, surtout des constructeurs généralistes, c'est de pouvoir vendre ensuite des machines. Surtout quand on est dans des catégories comme le rallye raid, comme le rallye ou comme le tourisme, où les voitures sont très très proches en fait de la voiture en termes d'allure de la voiture de Monsieur Tout le Monde. Le Hilux à la TIA, il est très ressemblant au Hilux que vous trouvez dans le commerce. Pourtant la machine est totalement différente, mais en termes de look, c'est assez ressemblant. C'est pas totalement ressemblant, mais c'est ressemblant à 50%, on va dire, avec 50, 60, 70%. Donc c'est intéressant en termes de marketing de mettre ça en avant, et en moto, ça sera très intéressant. Autre chose également, 6 pneus arrière pour toute la course en moto. Vous n'aurez pas le droit à plus de 6 pneus arrière, en sachant qu'en moto, on n'aura toujours pas le droit, lors des étapes marathon, de changer de pneus. C'est-à-dire que les pneus, même entre équipiers, les pneus seront notés. Donc les pneus de Johan Barada ne pourra pas passer ses pneus à Benavides, par exemple, s'ils sont dans la même équipe. Donc il faut bien l'avoir en tête. 6 pneus arrière pour toute la course, donc c'est-à-dire que si vous crevez sur les 3 premiers jours, voilà, il ne va pas falloir taper trop dans les pneus sur les premiers jours. Il va bien falloir sentir à quel moment il va falloir attaquer, à quel moment il va falloir prendre des risques en termes de pilotage, parce que ça ne sera pas toujours intéressant en moto, et il va falloir gérer entre la vitesse et l'endurance. Et ça ne sera pas forcément facile. Et puis en auto, pas de changement de pneus en étape marathon. Jusqu'à maintenant, lors des étapes marathon, Stéphane Peter-Hansel pouvait passer ses pneus à Carlos Sainz, par exemple. Ce ne sera plus possible des changements de pneus entre équipiers. On doit garder ses pneus sur les 2 jours de l'étape marathon. Ça va également proposer une étape marathon très... Il va falloir serrer les fesses pour certains pilotes, parce que si vous crevez 2 fois dans la première étape marathon et que vous avez 3 roues de secours, autant vous dire que sur l'étape d'après, vous serrez un peu les fesses et vous priez pour que vous n'ayez pas de crevaison, parce que sinon, il faut faire 100 bornes avec la jante. Et peut-être que certains pilotes vont rouler sur la jante lors de la première étape marathon pour pas être obligés de changer de pneu et d'user un pneu pour 30-40 km de spécial, et peut-être potentiellement pouvoir recrever ce pneu qu'on aurait changé à ce moment-là. Et puis nouvelle catégorie également du côté du Dakar. Alors là, c'est un peu plus anecdotique, c'est la catégorie classique. Donc ce sont des voitures et des répliques de voitures d'avant 2000, c'est-à-dire qu'on peut retrouver par exemple le Kangoo de Jean-Louis Schlesser en 99, les ZX, des répliques de ZX. On pourra retrouver des répliques de 405 T16, de 205, des répliques des R21, des Lada Niva, enfin voilà.
toutes ces répliques de voitures. Ça peut être des voitures de l'époque ou des répliques avant 2000, et ça ne sera pas un rallye qui sera qui sera similaire au rallye classique, car là ce ne sera pas le premier arrivé qui aura gagné, ça sera ce qu'on appelle un rallye de régularité. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un rallye de régularité, ça se passe surtout dans les voitures anciennes sur la route. Il y a le rallye des princesses par exemple, qui a lieu dans le sud avec des femmes ou des copilotes femmes ou des pilotes femmes, et qui se déroule dans le sud de la France. C'est un rallye de régularité, c'est-à-dire que l'objectif c'est pas d'aller vite, c'est d'être constant, c'est-à-dire qu'on vous demande quelle est votre vitesse. Alors normalement il y a un choix entre 60 et 90 km/h sur la route, là ça sera peut-être entre 50 et 70 km/h. Vous devez respecter au maximum cette vitesse constante en moyenne. Vous devez, sur les tronçons, sur l'étape, être en moyenne à 70 km/h sur toute l'étape. Donc il y a des fois où vous pouvez être à 40, des fois où vous pouvez être à 70, mais à la fin, vous devez être à 60 km/h sur toute la spéciale, par exemple, si la vitesse demandée, c'est 60 km/h. C'est vraiment pas évident, parce que ça demande beaucoup de calculs, ça demande beaucoup de travail pour le copilote, mais également pour le pilote, parce que je peux vous dire qu'à certains moments, vous les bombardez et vous devez rester à 60 km/h, donc c'est vraiment pas facile. Et donc ça va être très intéressant, parce que dans les dunes, ça va pas être facile de conserver la régularité, et si vous allez trop vite, vous avez des points de pénalité, si vous n'allez pas assez vite, vous avez des points de pénalité également. Donc voilà, il faut vraiment respecter la vitesse, et c'est un style de course qui est totalement différent dans l'état d'esprit, contrairement au sport mécanique, mais ça va être, je trouve, très intéressant. Puis ça va permettre, alors ça va être des amateurs qui vont aller dans cette catégorie-là, ou des anciens, un Jackie X, pourquoi pas, des anciens pilotes pourraient être tentés par ça, mais très clairement la pression va être moindre, et c'est une catégorie qui va coûter, je pense, beaucoup moins cher que avoir une voiture, surtout qu'en auto. Faut savoir qu'en auto classique, je dis pas les side-by-side véhicules, mais les autos classiques, ça coûte très très cher d'aller au Dakar. C'est 250 000, 300 000 euros pour faire le Dakar dans de bonnes conditions en auto. Donc ça coûte très 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 cher. Et là, ça va permettre d'avoir des coûts un peu moins importants pour ces pilotes-là. Donc le Dakar, je rappelle que il s'élancera, parce que j'ai pas dit les dates, je ne rappelle pas, j'ai pas dit les dates. Il s'élancera le 3 janvier de Jeddah pour revenir le 15 janvier à Jeddah, donc parcours en boucle. De toute façon, je vais vous afficher le parcours lorsque j'en parlerai. Et puis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires si vous trouvez que ce parcours est alléchant, même si vous n'aimez pas le Dakar. N'hésitez pas à réagir. Et puis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, à vous abonner à la chaîne. Et puis, nous, on se retrouve très vite sur l'Amérique Production. Allez, ciao, ciao!